Meunier contre Pulisic. Et Pulisic, il a été décisif une seule fois. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans ce 5e épisode du Football Time dédié à la Coupe du Monde. C'est un plaisir, un bonheur d'être en votre compagnie. Je suis avec l'équipe type, bien évidemment, Xavier, Thomas, Quentin. On va aborder en long et en large d'abord un petit retour sur Belgique-Sénégal, mais également évidemment ce Belgique-USA mardi 7 juillet, 2h du matin. C'est le gros rendez-vous que nous vous fixons, que vous fixez vous-même, parce que vous devez ne pas dormir durant cette nuit du lundi à mardi, c'est évident. Ça va être absolument génial. Likez et abonnez-vous. Il y aura également de la France avec le d'accord, pas d'accord. L'Espagne également au programme avec le choc. On se demandera si la Roja nous a vraiment si impressionné que ça. Et puis bien évidemment, on fera un petit tour sur les hommes clés qui pourraient vraiment faire la différence durant ces 8e de finale. Xavier, comment ça va? Ça va pas mal. Ah, on est chaud, hein. Ouais. On est chaud, là. Là, ça y est, on est dans cette compétition. Je suis content de vous retrouver, les gars. Thomas, content de te retrouver aussi. Yes, enfin, ouais. Il y a beaucoup d'émotions en ce moment, mais ça en vaut la peine. Est-ce que c'est pas ce qu'on demande à une Coupe du Monde? Ah, mais clairement, moi, je vis pour ça. C'est pour ça que je vais encore une fois faire le lien avec Moucron, mais j'aimais bien parce que t'avais des émotions que tu n'as pas, par exemple, quand t'es supporter de la France ou de l'Espagne. C'est des retournements de situation qui sont tellement incroyables. C'est des émotions, terrible. Des moments absolument magiques, en effet. Quentin, tu as déjà tu as encore toutes les images en tête, je suppose, de ce moment. Franchement, je pense que dans X années, on sait où on sera, où on était, lors de ce match contre le Sénégal. Et ce qu'on faisait à ce moment-là, c'était incroyable. T'étais où, je pensais, moi j'étais comme ça, assis dans mon divan devant la télé, avec madame qui se réveille et qui se dit « Ah punaise, s'il est comme ça, c'est que c'est intense, et c'est combien le score ?» directement. Et puis elle a suivi la fin de match avec moi parce que ouais, franchement, c'était incroyable. Je pensais ne plus revivre ça depuis avec le Belgique-Japon, et on l'a revécu, mais de manière encore plus décuplée, je trouve, parce qu'à 0-0 85e, les probabilités d'après se qualifier, c'était quasi nul. Et surtout que la Belgique n'entamait pas avec un statut de favori cette rencontre, a eu énormément de difficultés dans le jeu, et puis surtout ne s'est pas procuré les occasions qu'à l'époque s'était procuré la Belgique contre le Japon. Donc on avait effectivement encore moins d'espoir, d'autant que certains disaient, même Romelu Lukaku lui-même, dans certaines interviews avant le Sénégal, disait c'est très compliqué, c'est 50-50. Donc tout le monde comprenait, alors que c'est des gens quand même qui ont un certain ego, une certaine confiance, qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, si on passait pas, on va dire que c'était un peu normal. En tout cas, le monde s'attendait à ce que le Sénégal passe. Thomas. Beaucoup de monde pensait ça, mais moi honnêtement, j'avais zéro attente. Enfin, je savais pas du tout qu'est-ce qui allait arriver dans cette rencontre. Ça pouvait être la Belgique, match nul, Sénégal, et je voyais beaucoup de trucs sur les réseaux qui disaient ouais, le Sénégal. Et au final, ils avaient pas forcément tort, parce que dans le match, on était complètement en dessous du Sénégal. Alors la question que je me pose, évidemment, et que je vais vous poser à vous, dans quelques instants, il y aura l'happening de Thomas, bien sûr, mais est-ce qu'on est dans un épiphénomène? Est-ce que selon vous, c'est une rencontre qui va passer comme ça, qui va tout simplement entrer peut-être dans l'histoire des diables, ça c'est certain, mais surtout dans la tête des diables comme étant une rencontre banale, ou est-ce que c'est vraiment un boost qui va leur permettre, parce qu'on peut le supposer en se disant ok, ils ont fait un truc de dingue, ils vont revenir, mais est-ce que concrètement ça va se transformer, et cette équipe va se transformer elle aussi, Xavier? Je pense que ça peut les aider, que si par exemple lors des prochaines rencontres, ils sont aussi encore dans une situation difficile, se dire ok, on l'a déjà fait une fois, c'est possible de le faire, et ils baisseront pas les bras s'ils perdent encore une fois 2-0 contre un prochain adversaire. Donc je pense avoir conscience qu'ils sont capables de le faire, ça peut clairement aider un groupe. C'est surtout une rencontre bouleversante, mais dans tellement de choses. C'est quoi? On a failli avoir 2 Belges qui se bastonnaient sur le terrain. J'ai jamais vu ça. On a eu quoi? On a eu le coach qui est sorti de Bruyne et Doku. Donc il y a eu des prises de responsabilité sur les cadres de l'équipe. Il y a eu, comme vous avez dit, le fait qu'on est mené, mais qu'on arrive aussi à revenir. Donc il y a eu tellement de choses. Il y a eu Borrera, qu'enfin on donne la chance à Borrera. Mais pourquoi on a attendu ces derniers matchs, ces derniers moments? Genre, je vais te dire, c'était un peu... Ouais, est-ce qu'il s'est dit, ouais, c'est 0-2, peine perdue, je vais faire monter Morera, sinon on va me dire qu'il a pas joué de la Coupe du Monde? C'est le gars qui l'a quasi sauvé. Parce que il se bat sur le premier goal, il fait le centre sur le 3e goal, il a été incroyable, il s'est battu, il a mouillé le maillot. Morera, il avait faim. Moi, j'aime bien voir des joueurs qui ont faim. Mais après, il a failli causer l'égalisation à la fin. Ouais, sur la fin, sur sa paire de balles. Mais ce qu'il a fait, franchement, la combativité, ouais, j'ai adoré. Je pense que Morera, il doit jouer haut dans le jeu.
Pour ne pas prendre de risques, tu dois Ouais. le tenter plus haut parce que tu sens que c'est un gamin qui a énormément d'énergie à revendre, qui a surtout beaucoup de grinta, il a de l'envie, etc. Mais comme tu le dis, il est encore très naïf. C'est Ouais. un enfant, tu vois sur le Bien sûr. terrain, il joue comme un enfant et c'est génial d'avoir des joueurs comme ça. On en a besoin, des mecs qui n'ont pas peur de prendre le ballon parce qu'ils ne se rendent pas compte du contexte, de la situation, etc. et d'aller tenter des choses. C'est top. Franchement, il nous en faut et je suis trop content pour Moreira. Il le mérite à mort. Mais par contre, effectivement, moi, j'ai fait caca culotte, comme on dit. Hein. À la Ouais. fin du match, c'était très chaud. Non, quoi. c'est sûr, c'était très chaud, mais moi j'ai vraiment envie de retenir le positif vraiment sur lui et sa combativité parce que sur le premier goal où le Sénégal essaye de relancer et qui va se battre, il n'y a pas tous les Belges qui se seraient battus, qui auraient été mettre leurs pieds et cette combativité à cet endroit-là du terrain et à ce moment-là du match à 2-0 pour le Sénégal. Hein. Ok. Donc franchement, respect et bravo à lui. Et j'ai adoré voir son attitude. On va rentrer justement dans ce match, mais juste avant, bien sûr, d'aborder le Belgique-USA, bah, forcément, on passe à l'happening qui est dédié d'ailleurs à la prochaine question. Bien évidemment, donc je vais vous citer 3 joueurs, vous allez me répondre titulaire, banc et rentre en cours de match, ok? Très bien. Donc c'est entre Lukaku, De Bruyne et Doku, donc tu choisis banc, titulaire ou entrée de jeu en cours de match. Alors, Lukaku est est sur le banc. Jérémy Doku sera titulaire et De Bruyne. et De Bruyne ne joue pas du coup. Hein. C'est Ouais, ça. Hein, ok. c'est ça. Non, t'as dit banc Lukaku Ouais. et De Bruyne, donc un des deux doit monter. Lequel reste sur le banc? Ah, lequel reste Ouais. sur le banc? Kevin De Bruyne reste Ouais. sur le banc. Doku titulaire, Lukaku en sortie de banc et du coup De Bruyne qui doit rester sur le banc. Ok, pour moi ce sera Lukaku titulaire, Doku sortie de banc et De Bruyne sur le banc. Pour moi, De Bruyne titulaire, Doku qui rentre en cours de match et Lukaku qui n'a pas besoin de rentrer parce que le match sera déjà plié. Ok, ce serait bien. Contre les USA, effectivement, c'est une autre paire de manches, c'est un adversaire complètement différent, qui a quelque part un petit peu les mêmes problèmes que nous. C'est-à-dire qu'ils ont une défense qui est assez passive, qui joue, ça sent la MLS à tout va, c'est-à-dire avec des espaces à un moment donné. Alors je sais que t'adores la MLS, mais bon, ça va nous profiter à nous. T'as un moment donné, t'as des boulevards devant. Ils jouent contre qui? Bon, forcément, leur adversaire du jour, offensivement, ils jouent contre un mec de 41 ans. Voilà. Mais si t'as un minimum de vitesse, et là, je pense à toi, avec Fernandez Pardo, Thomas, tu peux vraiment faire très mal à cette équipe des USA parce que ils ont un vrai problème défensif. En tout cas, au niveau de la lenteur, ils ont le même problème que nous, c'est sûr. D'ailleurs, en parlant de lui, vous n'étiez pas surpris qu'il ait pas du tout monté au jeu dans cette rencontre. Moi, j'ai eu du mal à comprendre ce que t'entendais. Lui rentre, ce joueur-là rentre, et Fernandez Pardo, je pensais que ça allait encore être le dernier qui est rentré. Non, c'est Meunier qui est rentré. Au final, ça a quand même apporté l'assist. Mais j'étais surpris qu'il ne joue pas du tout dans cette rencontre. Mais je pense qu'en fait, le principal, c'était de trouver Lukaku. Et donc, du coup, l'idée, c'était pas nécessairement de l'aider parce que l'analyse, et j'ai lu ça aussi, hein, dans plusieurs journaux, c'était assez intéressant, notamment Guillaume Gauthier, qui travaille pour Le Vif, qui est toujours très intéressant dans ses analyses tactiques, expliquait qu'en fait, aujourd'hui, Romelu Lukaku, c'est plus véritablement le joueur sur lequel on va s'appuyer pour faire monter le bloc parce qu'il a plus physiquement la capacité de tenir une défense à lui tout seul avec son dos. Donc, qu'est-ce qu'on exploite chez Romelu Lukaku? Bah, tout simplement son aspect de finition. Donc, l'identité de Romelu Lukaku aujourd'hui, c'est juste un mec qui va mettre un ballon dans la surface, qui va mettre sa tête, qui va essayer de frapper dès qu'il le peut, etc. Donc, il faut à un moment donné adapter ton effectif à ça. Un Pardo aurait eu besoin, par exemple, d'un Romelu Lukaku à l'ancienne, plus en forme, qui vient justement lui donner de l'espace en jouant dans le dos pour lui permettre d'aller chercher les intervalles, etc. Là, physiquement, malheureusement, je pense que c'est compliqué. Donc, la rentrée de Meunier, elle va dans cette configuration-là pour aller chercher le plus possible Lukaku, et le 2-1 vient de là. Exactement, surtout Meunier, c'est son apport offensif, parce qu'on l'a critiqué, notamment, et à juste titre, hein, contre l'Iran, mais l'apport offensif, c'est le Meunier qu'on connaît avec ses centres. Donc là, il va plus avoir aussi ce rôle de joker pour apporter ses centres, mais parce qu'on doit quand même le souligner, le match de Castagne. Moi, j'ai bien aimé, hein. Il a bien tenu Sadio Mané, il a fait le match d'un Castagne à la Première Ligue, physique, présent, combatif et tout. Donc je trouve qu'on parle pas beaucoup de Castagne, mais sa performance, elle m'a bien plu. Castagne, bon, de Kuiper, j'ai encore une fois été déçu par lui. Je sais pas, il manque un truc, même dans son attitude. Non, mais De Kuiper, c'est scandaleux, Thomas. Ouais, franchement, c'est scandaleux. Je suis déçu. T'as vu ce qu'il fait sur des occasions en première période sénégalaise? Le gars fait 60 mètres avec le ballon pour aller en position numéro 9. Il ne revient pas. Il ne revient pas. Il ne fait pas les efforts défensifs. Mais tu es qui, mon ami, pour toi te permettre de pas faire des efforts défensifs en se disant,
Merlich, le capitaine Yuri Tielemans, il va venir faire la couverture et c'est bon en fait, il y a pas de problème, il va le faire. Mais t'es qui en fait, Maxime de Kuiper? C'est ça que je veux dire, dans son attitude, je suis très déçu aussi, je retrouve pas un joueur qui a envie de jouer, je ne retrouve pas le joueur qui joue sa première Coupe du Monde pour son pays. C'est quand même assez énigmatique. C'est de la folie, Thomas. Franchement, je trouve que... toutes les occasions qu'il a ratées, tous les buts qu'il aurait déjà pu marquer, je pense qu'il aurait pu être meilleur buteur de notre équipe nationale. Non, mais c'est alors dans ce cas-là, on arrête de dire que c'est un latéral et lui se considère comme un attaquant et il joue attaquant, mais ça c'est pas un latéral. Je veux dire, même des latéraux offensifs comme Lucas Digne, qui du côté de la France, dont on parlera un petit peu plus tard dans l'émission, ils savent à un moment donné avoir un minimum de jeu de position. Là, c'est non seulement il a pas de jeu de position, mais en plus de ça, il fait pas les efforts pour les partenaires. Je veux dire, Rudy Garcia, tu joues contre les USA et tu vas avoir certainement plus d'espace sur les côtés. Peut-être que tu vas être tenté de jouer avec un latéral gauche offensif. Mais alors dans ce cas-là, limite, comme tu le disais tout à l'heure, je préfère un Morera. Hein. Mais moi, je le dis aussi depuis le début de la compétition, en bas gauche, un Seiss, hein. Parce que Morera, j'aime bien son apport offensif, tu vois. C'est bien Seiss. Mais pour moi, je le dis depuis la commission, j'aurais bien aimé voir Seiss à cette position-là. Parce qu'en plus, il sort d'une bonne saison avec le club de Bruges. En Ligue des Champions, il a su le prouver contre Lamine Yamal, parce que tu l'as, je le souligne pas non plus, mais les positions n'est pas bon pour De Kuiper, mais défensivement, un contre un, il est pas bon non plus. Hein. Donc, sa seule qualité, c'est l'apport offensif, et il fait à chaque fois le mauvais choix, le dernier geste n'est pas bon et tout. Donc là, je suis d'accord avec vous, là, sa Coupe du Monde, elle est pas bonne. Hein. Ouais, on se rappelle notamment de joueurs qui misaient uniquement sur leur rapport offensif parce qu'ils avaient des équipes qui étaient dominatrices. Xavier, on se rappelle de Marcelo, notamment du côté du Real Madrid, où c'était un joueur, en fait, qui avait véritablement comme top qualité cette dévotion offensive, de participer au jeu offensif dans un Real Madrid qui avait marqué plus de 100 points en Liga à l'époque de José Mourinho, je crois que c'était 2010, 2011, enfin c'était dans cette époque-là. Ici, on n'est pas du tout sur une équipe qui est dominante, rayonnante dans le cœur du jeu, qui va à un moment donné pouvoir se permettre, parce qu'elle contrôle le jeu dans le cœur du jeu, d'avoir des latéraux qui se prennent pour des TGV, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Surtout qu'on a quand même des problèmes de finition, toi. Ouais. Genre, si tous les matchs tu mets 3-4 goals, au final, tu t'en fous, ton latéral fait pas le travail défensif. Mais là, c'est pas le cas. Comme tu le dis, il revient pas, donc de base c'est quand même si t'es là pour apporter un peu du soutien en attaque, t'es quand même là pour défendre. Ouais. Et je veux revenir. Pardon. Je dis si tu défends pas, sur le banc quoi. Oui, bien sûr, voilà. Absolument. Je voulais revenir sur Kevin De Bruyne parce que ça fait partie de ton jeu, de ton happening. Thomas, comment tu vois cette sortie de Kevin De Bruyne? Est-ce que c'est comme dans un grand festival, toute sortie est définitive, ou il va pouvoir rentrer à un moment donné, parce que ça avait quand même tout l'air d'un adieu, cette sortie de Kevin De Bruyne, même dans l'énergie. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'est pas dedans, le Kev. Comme j'ai déjà dit la semaine dernière, je suis vraiment très déçu de Bruyne aussi. Vraiment, sa qualité de passe qui est d'habitude, elle est incroyable. Et là, ses passes, j'ai l'impression, ça va pas. Il fait plein de passes, plein d'erreurs. Je suis vraiment déçu. Donc, ce que Garcia a fait durant cette rencontre, franchement, je tire mon chapeau parce que je pense que 9 entraîneurs sur 10 ne l'auraient pas fait, de sortir Doku et De Bruyne à la 55e minute ou 57e. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très fort. Et ça a prouvé que, il arrive à faire des décisions. Mais par rapport à De Bruyne, est-ce que c'est un adieu? Je pense pas. Je pense qu'on va le revoir titulaire. Je pense pas que Garcia va tu penses mettre. qu'il sera titulaire contre les États-Unis? Je pense qu'il va être titulaire. Garcia va pas mettre De Bruyne sur le banc. Je le vois mal faire ça. En tout cas, je trouve que les deux ensemble, c'était extrêmement audacieux. Ah, mais c'est un truc de fou. Et c'est ce que je dis, 9 entraîneurs sur 10 n'auraient jamais dû faire ça. Parmi vous, jamais. Qui s'est pas dit, putain, qu'est-ce qu'il fait de le faire sortir? Moi, ma première réaction, c'était, punaise, lui, il a vraiment les couilles. Désolé pour parler pour lui. Il a vraiment les couilles de faire ça, parce que punaise, c'est chaud, hein. Après, c'est clair. Après, il est sorti, mais j'ai bien aimé son attitude sur le banc. Oui. Par rapport à Doku. Il est venu saluer, il a tapé la main des partenaires, etc. Et même, Doku, il est là, le mec qui rase le terrain, mais tu te tout le prends pour qui, mon ami? Tout le match, il y avait des caméras sur lui au moment du penalty, des tensions et tout, il était comme ça, il regardait, il était à fond dedans. Doku, quand il est sorti, et il était bien à fond dedans, il avait vraiment la haine. Il voulait le frapper, je te le dis. Il était vénère de fou. T'as vu sa tête ou quoi? Est-ce que t'as vu la tête vous avez vu la tête de Jérémy Doku quand il sort? Quand jamais vu Jérémy Doku, c'est moi qui sors, pourquoi moi je dois sortir, je suis Jérémy Doku, quoi. Mais il apporte rien, donc, Mais aussi, c'est un peu une déception, sa Coupe du Monde. Ok, il a des problèmes à côté, des problèmes respiratoires qui ont été diagnostiqués lors de la pré-saison à Tubize. Il y a eu il l'a bien utilisé aussi en conférence de presse, en jouant le faux bluff dont t'avais parlé la semaine dernière contre la Nouvelle-Zélande. Et en plus, il lui a remis une petite couche en conférence de presse derrière, en disant comme quoi, ouais, c'est un bon joueur, mais bon, c'est pas non plus la folie. Enfin,
une dinguerie en fait. Rudy Garcia en conférence de presse, c'est pépite. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression il adore être un punching ball. Il se dit je vais me mettre les gens à dos, comme ça après derrière ils vont tous venir contre moi et je sers un peu d'épouvantail quoi. Même sa déclaration à chaud, hein. Ces équipes-là, quand il parle de ces équipes-là, tout le monde derrière sa télé, on a compris qu'il visait les équipes africaines. Après il a fait un communiqué et tout pour se défendre là, mais il y a aussi une stat. Que tu m'as envoyé, que Rudy Garcia est le coach en Ligue 1 qui a le plus de fois perdu alors qu'il menait 2-0. Donc lui aussi c'était ces équipes-là. Ouais. Donc ouais, ces déclarations, on en a parlé déjà lundi, que sa communication qu'on louait et qu'il était vraiment un homme politique et très bon en communication. Ben là ces derniers temps, tu sens que, je sais pas s'il est sous pression, qu'il est tendu, qu'il est stressé ou quoi, mais il perd un peu les pédales. Hein. Ouais, un autre truc qui m'a marqué dans cette rencontre, parce que la caméra elle a été beaucoup sur Rudy Garcia durant ce match, c'est le nombre de fois qu'il note quelque chose sur sa feuille. Vraiment, c'est un truc de fou. Et je me dis, qu'est-ce qu'il note? Donc, enfin, je m'étais dit du coup après le match, en fait, la France ils ont la chatte à Dédé, nous on a les notes de Rudy Garcia. c'est vraiment ça. Je sais pas du tout ce qu'il fait, mais en tout cas ça a apporté ses fruits. Il prenait des notes effectivement, mais c'est vrai qu'il était très froid en fait. Simplement ici sur le banc, tu le voyais complètement réfléchi. Et surtout, contrairement aux autres entraîneurs. Bah, en fait, il y a une chose qui m'a frappé, il était assis, les gars. Il était assis, tout le temps assis. Mais la position assis, ça veut dire quelque chose aussi par rapport à son management, au coaching, etc. Moi, j'ai l'impression, quand je vois un peu la façon dont il agit, la manière dont il fait, etc., qu'il laisse un peu le groupe en autogestion. Que pour moi, en fait, lui, il fait les choix tactiques, etc., mais que c'est pas un entraîneur qui va de lui-même, de par son impulsion, sa manière d'être, etc., impulser parce qu'il fait l'adhésion autour du groupe, clairement un résultat. Il est là en arrière et il accompagne avec des choix, avec des restructurations. Et je pense que sur les idées tactiques, c'est là en fait où simplement moi je trouve qu'il est le plus utile. C'est là où ça marche en fait, tu vois. Et j'ai un peu l'impression qu'il se dit, tu sais quoi, ils aiment trop être ensemble, c'est des potes ensemble, c'est un bon groupe, c'est vrai, c'est un groupe qui vit bien. Même si même pas moi, j'en ai rien à foutre. Au moins j'aurais fait un résultat. Tu vois. Non, c'est comme ça que je le sens en fait. Ouais, non, c'est vrai, je pense que t'as raison, c'est une bonne analyse. On entend des fois, par d'autres journalistes qu'il y a des tensions je vais pas citer son nom, mais qu'il y a des tensions dans le groupe et tout, mais franchement, j'ai pas ce ressenti-là, par rapport, par exemple, à Théâtre, j'avais vu des trucs, il était pas content qu'il jouait pas, etc. Donc, ouais, non, je trouve que Rudy Garcia amène quand même une certaine sérénité dans le groupe. En fait, je pense que clairement, le groupe est extrêmement uni. Mais parfois, entre le groupe et le staff de Rudy Garcia, il y a des incompréhensions, il y a des petites anicroches, voilà. Je pense qu'il y a une petite difficulté aussi d'un point de vue culturel. C'est l'ancienne génération, les coachs, c'est des vieux coachs de l'époque. Je dis Rudy Garcia, c'est un vieil entraîneur, hein. Donc, et tu sens aussi qu'ils sont pas vraiment habitués avec une certaine communication, une manière de préparer les entraînements, etc. Mais entre eux, c'est super. Le groupe vit super bien. Ça, je peux vous le confirmer à 100%. Mais parfois, c'est vrai que, notamment du côté de certains joueurs de Bruges, je pense que Freddy Tuchot, c'est comme ça qu'il s'appelle l'assistant de Rudy Garcia. Voilà, lui, il a parfois été mal compris par certains joueurs dans le groupe. Voilà, ça, je peux vous le confirmer. Parfois, il y a un peu de tension, etc. Mais c'est pas du tout le groupe. Le groupe est à 100% complètement uni. Et c'est pour ça aussi que je dis que Rudy Garcia, je pense, le sent et laisse un peu en autogestion cette équipe. Et tu vois, tu parles de Bruges. Sur le terrain, il y avait 4 joueurs de Bruges. Il y avait Mekele, De Kuiper, Van Aken et De Ketelaar. Enfin, ils jouent plus en même temps dans le même club, mais je veux dire, ils ont eu des liens par le passé. Rouge, ça, c'est bleu et... Voilà. Non, mais je veux dire, ils ont eu des liens, ils ont quasiment tous joué ensemble. Et du coup, tu devrais te dire, en fait, ça devrait jouer en notre faveur, mais en fait, pas du tout. Tu ressens, pour moi, il y avait un vrai décalage dans la rencontre. Il y avait aucun joueur brugeois qui m'a convaincu dans cette rencontre. De Ketelaar, c'était compliqué. Ouais, De Ketelaar, même Mekele, c'était son pire match, il était complètement à la ramasse, alors que les 3 premiers matchs allaient, c'était bon. Mais je pense que c'est un défenseur, il est suffisant pour des rencontres contre l'Iran, contre l'Égypte, ça passe. Mais une fois que tu passes un autre step, ça passe plus. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien, les gars. Merci beaucoup pour cette transition, Thomas. On va tout de suite se projeter sur Belgique-USA. Cette défense centrale doit-elle rester la même? Est-ce qu'on joue avec la défense qui a terminé le match ou est-ce qu'on ajoute, par exemple, des nouveaux éléments comme Nathan Ngoy? Quentin? Déjà, je l'avais dit lundi, incompréhensible de mettre Théâtre Mekele en défense axe central parce que c'est très lent et que en face c'était très rapide. Il y avait Ismail Assar qui avait été testé au dernier match dans l'axe en tant que buteur.
Qu'est-ce qu'il y a eu? Deuxième goal, Niakate, longue balle en profondeur, dans le dos des deux défenseurs. Franchement, ça a se demander si, et moi, franchement, ça m'a choqué. Parce que nous, en tant que consultants, on a regardé, on a analysé la rencontre, mais ça nous a directement sauté aux yeux, en tout cas personnellement, et j'ai vu ça, mais c'est impossible que ce staff ne regarde pas le match du Sénégal, n'analyse pas les forces des attaquants adverses et les faiblesses de temps. Et je comprends pas, franchement, c'était lunaire. Quand j'ai vu la composition, j'ai dit à des amis, je fais, comment ça se fait? On va encaisser. Donc, je comprends pas. Donc là, qu'est-ce que tu dois faire? Je suis d'accord avec Thomas sur Mekele, et moi, je mettrais quand même Théa Ngoy. Mais comment tu tues le gamin, le pauvre, quoi? Le gamin, quel signal tu lui donnes? Il a fait une erreur, il a eu un carton rouge. Là, tu devais le retitulariser et tu le mets sur le banc. C'est tuer le gamin, je trouve. Moi, pourtant, je mettrais Ngoy et Théâtre. Mais je pense qu'il a un peu peur d'Ngoy et de son incertitude. Je pense qu'il veut pas que le joueur lui file entre les pattes. Parce que on l'a vu dans les premiers matchs, je suis désolé, j'ai été critiqué pour ça, mais il a parfois des tensions, du stress, il fait parfois des trucs. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas pour ça que c'est un mauvais joueur. C'est un super joueur qui a un talent de dingue, mais faut juste comprendre qu'à un moment donné, son cerveau, ça s'éteint. Voilà, il est trop jeune pour le moment. Ouais, mais je pense que Garcia ne va pas enlever Mekele. Il veut garder une certaine expérience en défense centrale et de ce fait, Mekele a quoi, 33, 34, 35 ans. Ouais, c'est une très grande expérience. C'est le seul joueur d'expérience dans cette défense. Donc il va le garder. Ça va se jouer encore entre Théâtre et Ngoy. Moi perso, je partirais plus sur Ngoy, mais ça va être Théâtre. Et alors on se demande aussi dans cette sélection pourquoi est-ce qu'il a pris autant de défenseurs. Hein. Je pense que Zeno de Basse ne jouera pas une minute. Il était blessé, il ne devait pas participer à cette Coupe du Monde. Il est là certainement parce qu'il est pote avec des joueurs et qu'il est bien dans le groupe et qu'il fait partie de cette génération. On a l'impression que c'est CR7 quoi. Bah je vais dire non, ne le prends pas quoi. Tu vois. Ouais, mais du coup ça te fait... Est-ce que Lucas Tassin par exemple n'aurait pas pu être bien? Est-ce qu'un Mika Götze n'aurait pas pu être bien? Mais c'est bien sûr. En plus, si tu fais pas jouer Zeno, t'es déjà trop de défenseurs là. Non, là par exemple, vous parlez de Mika Götze. Je suis pas du tout d'accord avec vous parce que t'as Doku à gauche et t'as Moreira. Donc t'aurais fait rentrer quand et où Götze dans cette rencontre face à... Non mais pour avoir des solutions, si Zeno est pas capable de jouer, que tu le savais qu'il était pas capable, on est en 8e de finale, t'aurais pas pu avoir un autre changement offensif. Il a peut-être du retard sur son retour, Zeno de Bast. Il aurait peut-être dû être très plus tôt. Enfin, mais je veux dire, sur le match face au Sénégal, qu'est-ce que t'aurais apporté de plus quel joueur qui n'est pas présent dans cette sélection, t'aurais fait entrer dans cette rencontre? Quel joueur? Contre le Sénégal? Ouais. T'aurais fait rentrer qui? Pour aller créer un petit peu de folie, je suis désolé, je vais t'étonner, mais moi je vais parler de Mika Götze. Mais tu le mets à la place de qui alors? Parce que c'est Moreira qui a tout déclenché, c'est sa position. Mais sauf que avant le changement de Moreira, il y a le changement de Doku. Et donc du coup, j'aurais fait un choix. Par exemple, j'aurais peut-être mis Mika Götze. J'aurais laissé Trossard à droite, j'aurais mis Mika Götze à gauche. T'aurais pas mis Luke Backe parce que tu trouves pas, il a fait une bonne entrée. Il a fait une super entrée, mais sérieusement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Je peux dire que j'ai été surpris par son talent. Je sais qu'il avait fait une bonne entrée contre l'Iran, mais entre jouer contre l'Iran et le Sénégal dans ces circonstances-là où t'es mené de 0 et où tu dois remplacer Jérémy Doku, voilà, je peux le dire, je n'attendais pas une telle prestation de Luke Bacchio qui a gagné des grands points. Mais effectivement, si tu as un choix de plus offensif que tu dois pousser, Lucas Tassin, mais regarde, Fernandez Pardo, c'est aussi un atout offensif, il est pas rentré dans cette rencontre. Donc il y aurait eu aussi un bouchon à un moment. Quoi qu'il arrive, il y avait des solutions pour faire autre chose que de laisser un joueur qui est blessé dont tu savais qu'il allait peut-être pas jouer et le mettre ailleurs. Enfin ça quoi qu'il arrive, ils auraient dû prendre un autre défenseur central. C'est ça, juste ça, pas prendre encore un atout offensif, ça servait à rien, perso. Je trouve. Xavier, sur cette défense, comment est-ce que tu vois les choses avancer? Moi, je pense que Wojciech il va laisser Mekele parce qu'il l'a laissé depuis le début. C'est un peu son homme d'expérience, comme tout le monde l'a dit. Et à côté, Ngoy Théâtre, Ngoy, il est plus rapide, il est mieux, mais Théâtre, il a quand même, il a répondu présent quand on avait besoin de lui, donc c'est compliqué aussi de le sortir. Donc, moi, je laisserais comme ça, mais que le Théâtre, je pense. Quoi qu'il arrive, on n'a pas une défense stable. Ouais, non. Ça, c'est ça. Ouais. En fait, le truc, c'est que maintenant que t'as gagné, que t'as eu cette défense-là qui a gagné, qui a joué les 120 minutes en gagnant, tu vois, c'est compliqué de venir sortir un joueur derrière parce que tu leur as donné full crédit. Ou alors, Garcia nous ressort à la fin de son chapeau, repasse à 3 contre la Croatie, et comme il a fait contre la Croatie, on sait pas, en fait, il est capable. Ce mec est dingue. Je veux dire, à un moment donné, à partir du moment où tu sors De Bruyne et Doku à la 55e, tu peux tout faire, hein. Tu peux tout lancer. Donc, au final, on pourrait même être surpris. Peut-être que même ce match-là lui a donné des autres idées, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout à fait possible. Sur De Bruyne, je t'avais entendu là-dessus, moi, je le ferais jouer. Moi, je le mettrais titulaire. Tu le mettrais titulaire, hein, c'est ça, ouais. Mais du coup, justement, j'aimerais bien revenir sur De Bruyne encore, en ajoutant le fait que on comptait sur nos stars durant cette compétition, donc on pense automatiquement à Lukaku, De Bruyne et Courtois. Celui qu'on attendait le moins, c'était Lukaku, parce que vu qu'il était blessé, ça allait être compliqué. Mais c'est lui qui répond le plus présent, je trouve, parce que même Courtois, je suis désolé. Non, alors l'équipe à 2-0.
Ouh, mais l'entame de match, je suis pas loin d'être d'accord avec Thomas. Il a la main qui tremble. Si t'es en 16e de finale, c'est grâce à lui. Hein. Ouais. Les 2 premiers matchs de poule, tu les perds. Et l'arrêt à 2-0, c'est pas hors jeu. Hein. Mais ok, d'accord. Très mauvais début. Tu vois qu'il a la main qui tremble sur le centre avec Ismail Lassar. Ok, c'est son erreur qui n'a pas porté à conséquence. Mais je trouve que quand même on peut lui dire merci pour son arrêt à 2-0. Oui, mais ça c'était le match était fini. Ok, ça aussi, je suis d'accord, mais je sais pas le Courtois au top niveau qu'on attendait. C'est ça que je veux souligner. Et attends, sans lui, tu gagnes que le match face à la Nouvelle-Zélande. Tu perds face à l'Iran, tu perds face à l'Égypte. Avec 3 points, tu ne sors pas des poules. Xavier, si tu perds face à, s'il fait pas l'arrêt contre l'Iran, on peut dire aussi de Kuiper s'il met son but, c'est un 0. Ouais, mais il nous a sauvé les 2 premiers matchs pour moi. Contre l'Iran, on devait marquer. Ça, c'est bien évident. T'as vu le nombre d'arrêts qu'il a fait? Ouais, au final, l'homme du match, c'était Beran Vant, c'était pas Courtois. Hein. Ouais, mais bon. Ok. Non, mais c'est intéressant de vous entendre, le fait que vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet-là. Ce qui est certain, effectivement, c'est que Thibaut Courtois est important. Bah oui, il est important, mais il répond pas aussi présent que j'attendais. Pour moi, il fait des erreurs qu'il devrait pas faire, des anticipations qu'on n'a pas l'habitude de voir de son côté. Donc tu sens... Tu le laisses dans le 11 quand même. Mais oui, bien évidemment, c'est pas ça que je veux souligner. Je veux souligner que les stars sur qui on comptait ne répondent pas présents à ce jour, mis à part Lukaku. Ouais, et Kevin De Bruyne, du coup, peut peut-être même apporter plus de diversité, plus de solutions dans ce cœur du jeu. Il y a des milieux de terrain qui ont quand même gagné des points, même si beaucoup en ont perdu, notamment Nicolas Raskin. Bien sûr. Est-ce que ce que Nicolas Raskin est en train de montrer depuis le début de ses sélections avec Rudy Garcia jusqu'à cette Coupe du Monde ne mériterait pas une titularisation contre les USA? Quand on voit la façon dont les USA jouent, parce que les gars, rappelez-vous, on est sur du Everton, on est sur du Nottingham, ça va être du kick and rush, ça va courir partout, ça convient parfaitement à nos milieux de terrain et ça convient parfaitement au style de jeu habituel qu'ont l'habitude de pratiquer nos diables en Première Ligue, à Glasgow, en Ligue 1, etc. C'est parfait. On a l'équipe parfaite pour battre les USA. On les a battus il y a 3 mois encore en match amical, 2-5. Ouais, je sais, mais pas la même équipe. Je sais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pas du tout pareil. C'est tout à fait d'autres circonstances, mais tu les bats quand même. Et je me souviens très bien, les États-Unis, ce match-là, ils ont tout donné. Ils voulaient remporter cette rencontre. Ils nous ont même dominé pendant une bonne partie de la rencontre. Ce sera pas les mêmes joueurs, ce sera pas le même contexte, ce sera pas les mêmes émotions. Mais comme il disait, on a l'équipe pour les battre. Ça, c'est évident. Ah oui, ça clairement. Pour moi, on aura plus de probabilité de gagner contre les États-Unis que contre le Sénégal. Voilà, exactement. Mais pas nécessairement au niveau de la qualité, parce que vous regardez les individualités, je pense à Xavier, il y a du Pulisic, il y avait du Balogun, mais blessé, suspendu parce que carton rouge, donc pas là, joueur censément être le plus en forme offensivement, ça va faire du bien au diable de pas avoir ce joueur-là chez nous, parce que sinon, défensivement, ça allait vraiment être compliqué. Et surtout, il y a Weston McKennie dans ce milieu de terrain. C'est un très très bon joueur, aux côtés de Weston McKennie, effectivement, dans un cœur du jeu, où il va falloir être impérial aussi. Et c'est pour ça que moi, honnêtement, le milieu de terrain que j'aimerais bien voir, c'est Raskin, Onana et Tielemans 110. Moi, ça va envoyer du sel. J'aimerais vraiment bien voir ça. Parce que quand Raskin jouait, 0 goal encaissé avec la Belgique. 0 goal encaissé avec, quand il joue. Donc, franchement, voir Raskin. Onana, j'ai vraiment bien aimé son envie, tu vois qu'il était revanchard par rapport à son premier match, qui était complètement exécrable. Van Aken, je sais pas. Je trouve que, il apporte pas dans ce match. Il a des qualités, il fait pas des mauvais matchs, mais il a pas ce petit truc en plus, je trouve. Il a aussi ce côté nonchalance et tout. Et après, c'est Van Aken, on sait qu'il sur un centre, il peut venir mettre sa tête dans le rectangle et tout. Mais d'avoir cet impact physique et Tielemans plus haut, j'aime bien. Le seul problème que j'ai avec Amadou, vous allez me dire si vous pensez, c'est que moi, quand il a le ballon, j'ai peur qu'il fasse quelque chose de mauvais. Je me dis, soit il va faire un truc de malade, ça va être génial, c'est un top joueur, il va faire quelque chose de fou, il va faire un truc magique, soit en fait, on va perdre le ballon, et derrière, en contre, on va prendre un but, quoi. C'est pour ça que je le préfère en 8 qu'en 6. Ouais. En 6, pour moi, je suis pas serein, j'ai trop peur. Ouais, il est pas fiable pour le moment, pas assez fiable, en tout cas, que pour pouvoir avoir cette position de 6. Et en vrai de vrai, pour moi, c'est même pas sa position. On en a eu plein de fois le débat, c'est un vrai numéro 8, c'est un mec qui est bon sur la distribution, c'est quelqu'un qui doit se projeter vers l'avant. Amadou n'est jamais aussi fort que quand il a les yeux rivés sur le ballon, sur l'offensif. Limite, je le préfère encore plus en défenseur central qu'en 6. Ouais, bon, il a pris 0 ballon de la tête, je te rappelle, contre un joueur de Kansas City. Là, s'il fait une erreur, c'est fini. Je ferai pas. Non, mais c'était une petite blague. Non, mais c'est intéressant de voir aussi que, pour vous, ce match, peut-être contre le Sénégal, c'est une forme de déclic. Il est plus si indispensable que ça, Kevin De Bruyne, Quentin. Non. Alors, pourtant, tu sais que je l'ai défendu et tu sais que j'adore ce joueur. C'est vraiment mon joueur préféré pour sa vista et tout. Et ça, y a rien à faire. C'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire de la Première Ligue pour moi. Donc, c'est quel joueur. Mais faut reconnaître que c'est plus trop ça.
il manque ce petit truc et tout. Donc oui, peut-être en potentiel sortie de banc pour casser les lignes ou autre, mais titulaire, je pense que ce serait cool de voir Tielemans dans ce rôle de 10. Mais rappelez-vous, je pense que c'était l'Euro 2024 où il avait été très intéressant en sortie de banc à l'époque quand il était blessé à ce moment-là, mais très en forme avec Manchester City. Il avait fait des combinaisons absolument magnifiques. Il y avait eu un but entre Thorgan Hazard, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne avec une vista de Kevin De Bruyne absolument dingue. Il était très frais, il était rentré 13-14 minutes. Là, il est bon. Peut-être que c'est dans cette configuration-là qu'il faudra le voir contre les USA. Comme Lukaku, quoi. Oui, mais il a été décisif quand en huitième de finale c'était en quart de finale? Non, c'était en huitième de finale de la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde 2014, dans les derniers moments. Rappelez-vous cette passe pour Romelu Lukaku derrière et terminer l'action. Voilà. C'est un joueur qui, pour moi, peut vraiment apporter dans le jeu d'une manière générale, en fin de match quand il faut être impactant. Mais au début, on a besoin d'avoir plus de solidité, plus d'épaisseur dans le cœur du jeu, Xavier. Ouais, ça, après, moi, je le mettrais quand même titulaire. Enfin, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, je pense que tu devrais jouer avec Raskin, Tielemans et De Bruyne, toi. Okay. Après, au pire, tu le fais sortir à 60e, parce que il a été blessé longtemps aussi pendant la saison, pas autant que Lukaku, mais ici, il joue tous les trois jours, c'est pas forcément évident non plus, donc. Est-ce que vous pensez que les deux sorties, et là maintenant on va aborder le sujet Jérémy Doku, peuvent piquer les joueurs dans leur ego pour leur donner envie d'être encore meilleurs? Justement, pour moi, Doku oui, De Bruyne non, parce que De Bruyne il est à son niveau, il est en fin de carrière entre guillemets et tout, donc on pourra pas demander plus d'un De Bruyne, on le sait. Par contre, Jérémy Doku, clairement, je pense que tous, on doit attendre plus, et même lui doit se rendre compte que son mondial n'est pas bon actuellement. Je l'ai ici dit comme quoi je m'attendais à un gros mondial de Jérémy Doku. Je suis extrêmement déçu. C'est toujours la même chose. En fait, c'est un joueur qui est censé accélérer le jeu, mais il le ralentit plus que ce qu'il accélère. Ouais, mais le problème avec lui, c'est qu'il y a toujours une double ou une triple couverture. C'est pareil en première ligue, hein. Ouais, je sais, je veux bien, mais quand tu fais rentrer un Moreira, par exemple, il y a pas trop de joueurs qui vont aller sur lui. C'est un peu, ça lui porte défaut aujourd'hui parce qu'on sait que c'est un excellent ailier, mais dans cette Coupe du Monde, les petites équipes, ça défend et c'est pas, ça joue pas en sa faveur. Mais même dans le jeu, j'ai l'impression que Garcia... Moi, de coup, je suis pas convaincu et je trouve que c'est un gars, c'est malheureux de le dire, mais c'est comme un Mertens, il doit rentrer à une demi-heure ou au deuxième mi-temps. Il doit pas commencer le match. Il doit arriver Non, mais de coup, pour moi, il doit arriver quand les autres ils sont déjà à moitié cramés. Non, là, il doit commencer. Mais par contre, il peut être très intéressant, justement, quand les autres sont, pour reprendre tes mots, sont à moitié cramés. Parce que la vérité, c'est qu'il y aurait plus d'espace, il y aura peut-être un peu moins de vigilance tactique. On est déjà sur une équipe, les USA, qui commence à apprendre c'est quoi le football. Ils l'appellent encore le soccer. Donc voilà, Mauricio Pochettino essaye de mettre une philosophie de jeu et un impact et une mentalité football aux États-Unis en place. Les joueurs jouent en Europe pour la plupart, donc ils comprennent un peu c'est quoi. Mais on est quand même, je dirais, loin de ce qu'est véritablement le football tactique à la Catenaccio italienne. Enfin voilà, ils sont pas encore prêts à ce football-là. Donc nous, on peut s'en servir de ça. Et donc là-dessus, je rejoins totalement Xavier. Mettre deux coups, pour moi, c'est pas dénué de sens. Surtout au regard de la prestation d'Luke Bakio qui nous apporte enfin sur le côté droit une solution d'un mec qui est bon. Donc pour moi, Luke Bakio titulaire. Leandro Trossard à gauche. Ah, moi, je mettrais pas ça. Donc, on mettrait Lukaku, De Bruyne et Doku sur le banc. Tu vas mettre De Ketelaere titulaire ou pas? Je pense que, ouais, j'ai confiance en De Ketelaere, moi. Je garde la confiance en De Ketelaere. Oui, je l'assume. Confiance en CDK. Absolument. C'est très compliqué dans ce rôle de... Pourtant, j'espérais quelque chose vraiment de lui contre l'impact physique des Sénégalais. Malheureusement, Koulibaly n'a pas été titulaire. Mais, c'est compliqué dans ce rôle de faux neuf où il a déjà eu tellement de matchs. Mais le match sera pas du tout le même. Non, frérot, tu le sais, c'est pas du tout le même rencontre. Mais même, il y a eu d'autres matchs. On ne se base pas que sur le match du Sénégal. Dans d'autres matchs de Ketelaere en faux neuf. Était bon. C'est pas ce buteur et tout. Donc, peut-être, moi, je mettrais Trossard. Trossard en faux neuf? Ouais. Trossard dans l'axe. Et du coup, je mettrais Doku à gauche et Luke Bakio à droite. Donc tu commences avec Jérémy. Et je vais monter Moreira. Avec sa fougue, son énergie, sa faim et tout. Dans un rôle d'ailier alors Moreira, bien sûr, pas un rôle de piston. Non, dans un rôle d'accord. Ok. Moi je mets De Winter en 10. Arrête de dire des bêtises. Comme si j'avais dit une folie. C'est possible de remettre De Ketelaere devant. Non, mais c'est parce que Trossard en 9, non, pour moi, c'est pas possible. Ah, mais tu mets qui? C'est ça le problème. Mais tu mets Lukaku, tout simplement. Non, pas titulaire. Mais si, non, il sait pas commencer. Mais là, justement, son planning, il est bien. Hein, il joue de plus en plus, c'est bon. Même lui le dit, même lui le sait. Mais c'est peut-être le dernier match. Il lui a envoyé le fichier Excel. C'est peut-être le dernier match, là. Non, que ce soit le dernier match ou pas. Non, il faut l'utiliser en sortie de banc. Il a été très bon dans ce mondial. Gardons-le dans cette dynamique de sortie de banc. Tous les joueurs, tout le staff,
toute l'équipe a Pardo, vraiment imprégné c'est pas Pardo, alors donnez-moi Pardo, Ouais, mais ça, pas trop ça. Il l'a fait pas jouer, donc. Pardo, il peut jouer le rôle d'un Divock Origi en 2014 contre Ouais. les USA. Rentrer comme ça, pour faire mal, avec sa profondeur, la vitesse de profondeur. Si on est bloqué, là, dans ce match-là, pour moi, tu dois faire En jouer plus, Pardo. analyse, le défenseur, c'est Tim Rim de MLS pour les USA. Donc, c'est un joueur qui est pas très rapide, qui a beaucoup d'expérience, 33-34 ans, vraiment dans un style de Brandon McCullough. De quoi? Plus. Ouais, même encore plus, hein. Il y a 4 ans, il était déjà vieux. C'est ça, c'est dans ce rôle de McCullough, c'est un peu dans le même style que McCullough. Donc, mettre un petit gars rapide là, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être pas mal. Blague à part, Trossard, pour moi, c'est le meilleur homme des Diables sûr. depuis le début de la compétition. Parce qu'on a beaucoup critiqué ce joueur, mais pour moi, c'est le meilleur. Ouais, il pas est débat. incroyable. 2 buts de passes décisives depuis le début de la compétition. Même dans son apport dans le jeu et tout, il est bon, il est Mais dans sa Coupe du Monde, là. On est sur Il est bien. sa meilleure saison, même en club, hein, je pense. Ouais, Du côté ouais. d'Arsenal, on peut Il est dire très qu'il est bon, là. vraiment sur sa meilleure saison. Puis surtout, c'est un joueur qui ne se déconcentre pas. Tu vois, des Jérémy Doku, à un moment donné, quand t'es prise à 2, prise à 3, tu sens que le mec, il lâche parce que il fait tout le Il y en temps a les marre, mêmes ouais. dribbles et c'est trop, et je pense que le joueur aussi, techniquement, c'est compliqué, tu vois, alors qu'un Messi, lui, par exemple, il diversifie son jeu, il voit que ça passe pas à droite, il reste un peu dans l'axe, il combine, il rentre, il va aller toucher du ballon. En fait, Doku, il a pas la capacité technique d'aller toucher un peu de ballon vers le bas pour jouer un peu avec les partenaires, apporter un peu plus comme Eden Hazard le faisait dans la conservation du ballon. Malheureusement, ce qui se passe avec Jérémy Doku, c'est que toutes ces qualités peuvent devenir des défauts selon les circonstances de match. On peut pas utiliser Jérémy Doku pour faire plus de choses que ce qu'il sait déjà faire. Et c'est problématique en termes de polyvalence aussi pour Rudy Garcia. Donc je suis pas nécessairement convaincu que le fait de le mettre titulaire, c'est le truc obligatoire au vu de ce qu'on a vu contre le Sénégal, parce qu'on va se retrouver dans les mêmes problèmes. Mais par contre, je suis convaincu qu'il peut être décisif. Bien sûr, tout dépend de sa mentalité. Et j'ai pas aimé sa mentalité quand il est sorti. Donc, Même après le match, hein, il j'étais pas nécessairement extrêmement heureux. Moi, je l'ai pas senti sunshine, quoi. Non, très dégoûté. Donc, ça va être à double tranchant. Soit ça a touché son amour-propre et il va vouloir montrer comme quoi c'est Jérémy Doku, qu'on peut pas sortir un joueur comme Jérémy Doku et que c'est le meilleur joueur de l'équipe nationale. Soit ça va être son modèle, il est fini. Il a envie de retourner près de sa femme et c'est finito. Ok, quoi. donc moi, vous avez entendu mon trio. Trossard avec De Ketelaere, Trossard et Luque Bacchio. Vous, c'est quoi votre trio, Xavier? Moi, ce serait Trossard à gauche, Charles De Ketelaere, parce que t'as pas beaucoup d'autres solutions dans l'axe, et de l'autre côté, Luque Bacchio. Luque Bacchio. Pour moi, Donc t'as le même que moi, alors. T'as le même que moi. Ouais. Ok. Doku, Pardo, Trossard. Doku, Pardo, Trossard. Oui, lui, c'est complètement inversé. Ça n'a rien à voir. non mais... Mais Pardo, je mais tu resterai- continues avec Pardo, quoi. On Mais y parce va, que quoi. tant qu'on l'aura pas, on ne pourra pas savoir. Moi, j'aimerais bien qu'il ait eu sa chance aussi, mais je pense pas Il est qu'il l'aura. impossible qu'il le mais mette ouais. titulaire, Ouais, il avec le mettra peu de pas, temps ouais. qu'il fait. Ouais, Il il l'a le même pas mettra fait pas. monter contre le Et tu- Sénégal. non, mais- ouais, mais il le mettra pas, ça, Non. je suis sûr à 100%. Mais de ce que tu me demandes, j'aimerais le voir titulaire. Je reste sur mes positions. Vous m'avez pas répondu sur Maxime de Kuyper, qui on met pour le remplacer, puisque vous le voulez plus titulaire. Bah, Seyss, hein, ouais. Seyss, Joaquin Seyss. Ou limite, pour moi, tu remets Meunier à droite et Cassien à gauche. Bah, je Meunier suis en pas loin défensif. d'être d'accord avec Thomas, les gars. Non. Je trouve que, en vrai de vrai, Meunier contre Pulisic. Et Pulisic, il a été décisif une seule fois, je pense, ici dans cette Coupe du Monde. C'est pas comme si que c'était. Ouais, parce qu'il était sorti blessé, mais ça reste c'est Pulisic, pas, c'est frérot. pas Yamal, hein. Ouais, mais c'est ça bon. reste Pulisic. Non, on voit Meunier pour son apport offensif très bien, mais son apport défensif, il saute même pas dans les duels et tout. Non. bah les après, gars. on peut avoir un 5-4, hein. Putain, On peut non. te sélectionner, on peut Bah gagner voilà. avec un 5-4, on sait pas. Non, mais en vrai de vrai, je suis d'accord avec toi, et j'étais le premier à critiquer Meunier, ses problèmes défensifs sont horribles. Ça a mis d'ailleurs Nathan Gueye dans les plus grandes difficultés au début du tournoi. Donc, il est pas nécessairement, je pense, utile pour son équipe dans ce Le cadre-là. bal droit, là, c'est Castagne. Et et Castagne, j'ai trouvé pas mal. Castagne, j'ai trouvé vraiment très solide, effectivement. Joaquin Seyss. On va tenter avec Joaquin Seyss. Allez, je suis d'accord avec vous. On tente Joaquin Seyss dans ce match donc entre la Belgique et les USA. Ça va être chaud, les gars. C'est Ça va bien, être chaud. c'est bien de se projeter avec Seyss alors qu'on sait qu'il va pas du tout jouer. On peut Ouais. se projeter avec Projeter, vous, ouais. C'est avec comme vous, moi avec Pardo, évidemment. quoi, tu vois, Voilà. c'est pareil. D'ailleurs, dites-le nous qui vous voulez dans cette position de latéral gauche, ça fait plaisir de vous lire, bien sûr. Et dites-nous aussi, évidemment, quel serait votre trio offensif.
Que va faire la Belgique contre les USA? On le rappelle, ce sera mardi 2 juillet à 7 juillet pardon à 2h du matin. Ça va être chouette, ça va être absolument génial. On a hâte, on a hâte. Un petit mot ou un sujet dont on n'a pas parlé par rapport au diable, ou alors on passe au d'accord pas d'accord. Vous pensez quoi, les gars? Il y a un truc qu'on n'a pas dit, que j'ai pas posé comme question. Vous voulez aborder un sujet particulier? Tout abordé. On a tout abordé. On dira quand même un petit mot sur la communication de Rudy Garcia, je le répète, qui pour moi était vraiment très très problématique, mais qui peut servir in fine comme espèce, je le disais, de miroir pour aller protéger les joueurs derrière. Ça, je pense que c'est... Voilà. Je sais pas si c'est le cas, mais ça s'est déjà vu. Des entraîneurs qui font ça pour protéger le groupe, et comme ça, tous les projecteurs sont mis sur lui et pas sur le groupe. Pas de pression sur le groupe. Et c'est un entraîneur qui a pas mal d'expérience. C'est peut-être, entre guillemets, peut-être pas super bien fait, mais c'est peut-être en partie voulu. En attendant, j'ai jamais vu un sélectionneur qui était autant détesté à l'international, sélectionneur belge bien sûr, que Rudy Garcia. Tout le monde le hait. Je vois que des trucs qui sortent de partout. Ses déclarations aussi à chaud. Ouais. Mais l'ego aussi, l'arrogance du mec, ça pourrait lui jouer des tours, effectivement, si ça se passe pas bien pour la Belgique. On est parti maintenant avec ce d'accord, pas d'accord, messieurs, prenez vos pancartes. Bien sûr, on va jouer avec la France face au Paraguay. Ça c'est samedi du côté de c'est de quel 23 côté, heures. d'ailleurs, oui, ça je sais, mais je sais pas où c'est. C'est à Boston? Est-ce qu'ils jouent à Boston dans leur camp de base? Ou est-ce qu'ils montent? Ah non, ils sont à Philadelphie. Ils sont à Philadelphie, les Bleus. Il va faire très très chaud. Les gars, je vous donne déjà une info par rapport à cette analyse. Il y aura du 35, parfois 40 degrés. Donc ça va être un soleil de plomb. Il sera 23h chez nous, mais pas 23h là-bas. Je peux vous assurer, ça va brûler. Donc réfléchissez bien évidemment à votre réponse aussi par rapport à ce contexte. L'équipe de France n'a aucune faiblesse. Cette équipe broie toute concurrence et va rouler sur tous ses adversaires jusqu'au titre et la 3e étoile. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Xavier? Moi je suis pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord pour Thomas, pas d'accord pour Quentin. Je vais démarrer avec le seul qui est d'accord. Ça va broyer la concu. Broyer, ça c'est ta phrase. C'est pas qu'ils vont broyer, mais quand tu vois et quand tu analyses toutes les rencontres, tous les matchs, toutes les équipes, il y a pas photo. Même si pour moi de base j'avais cité l'Espagne en tant que favori numéro 1, et on peut pas regarder à côté. C'est la France la meilleure équipe actuellement. Ok, l'équipe de France au top, au firmament, un espèce de remix entre tous les meilleurs films de super-héros. Ouais, mais je suis pas d'accord avec ta phrase comme quoi ils ont aucune faiblesse. Parce que pour moi, défensivement, je pense qu'ils ont potentiellement des faiblesses, notamment sur les côtés. Un Koundé, ça me rassure pas. Ding, c'est déjà mieux qu'Hernandez, mais il a eu de la chance à un moment qu'il y avait hors-jeu, je pense, quand il a failli provoquer le penalty. Ah, sinon on n'était pas loin du 1-1. Ça a changé de match. Exactement. Donc je pense que c'est vraiment les deux grosses faiblesses de la France. Et ils ont pas joué une nation vraiment dingue offensivement. Contre le Sénégal, ils ont encaissé. Contre la Norvège, c'était l'équipe B. Je pense que si il joue en demi-finale contre, même s'il est pas en forme, un Lamine Yamal ou autre, c'est ce joueur percutant, ce game changer qui justement ailier peut en un contre un, peut aller vraiment les embêter. Donc la faiblesse elle est là, mais il y a rien à faire. J'ai pris un énorme plaisir à regarder ce quatuor offensif, les appels sans ballon, les combinaisons. Qualité de passe. Ça se régale. Comment ils arrivent à mettre la balle où tu penses que c'est impossible à la mettre, les finitions, les gestes techniques, les dribbles. Waouh, juste waouh. Il était peut-être passé 1h30, 1h du matin. T'es comme ça devant ta télé, t'as pas envie de dormir. Hein. C'est incroyable. C'est clair. Xavier, t'étais pas d'accord non plus? Non, justement, je rejoins surtout Quentin, parce que offensivement et autres, ils sont monstrueux, mais défensivement, ils font peur. Hein. Ils font peur, carrément. Non, pas peur. La France fait peur. Non, ils font pas peur, mais je trouve que des fois, ils ont vraiment des moments d'absence, les deux latéraux, et ça peut leur porter préjudice si devant, ils arrivent pas à débloquer la situation, même si normalement, vu l'attaque, ils doivent en mettre 3 ou 4 à chaque match. Mais défensivement, face à une grosse nation qui n'encaisse pas, comme l'Espagne qui n'a pas encaissé un seul but depuis le début, ça peut être compliqué. Que Maignan est pas rassurant non plus, par exemple. On l'a vu face au Sénégal, la première heure du jeu, pendant 60 minutes, la France n'existe pas. Donc, même s'ils sont monstrueux et que je pense qu'ils vont certainement gagner la Coupe du Monde, oui, s'ils la gagnent pas, ce sera une grosse déception pour eux, vu l'effectif. Mais on peut pas dire qu'ils ont pas de faiblesse et qu'ils sont abattables. Ok, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, après le match face à la Suède, en voyant les amis la Suède jeter le gant, ils ont jeté le gant à la 60e minute de jeu, ils priaient pour que le match s'arrête, ils faisaient plus les efforts, ils attendaient plus, ils avaient plus envie, c'était genre, les Français sont rentrés dans la tête de l'adversaire, ils ont éteint le cerveau, ils les ont broyés, essorés à fond, et derrière, t'avais des momies sur le terrain à 3-0. Donc si l'équipe de France agit comme ça contre le Paraguay,
Je veux dire, à un moment donné, ça va encore être un nouvel appel pour l'international et vous allez voir que tout le monde va se dire, ouais, mais en fait, cette équipe de France, elle fait peur. En fait, je crois que la plus grande force de la France, c'est en plus de ses individualités, c'est sa capacité à envoyer des messages, à être impactant, à rentrer dans la tête de ses adversaires. Je veux dire, je pense que les Paraguayens, ils ont pas bien dormi après France-Suède, hein. Tu vois ce que je veux dire, Thomas? Ah ouais, je comprends. Mais après, je sais plus qui l'a dit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu de vrai test pour la France. Donc c'est encore difficile à dire. C'est vrai que avec ce que je dis, je me contredis un peu. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vrai test. Le Paraguay, c'est un test ou pas? Bon non, absolument pas. C'est plus faible que la Suède sur papier. Donc même si sur papier ça a éliminé on joue pas sur papier, quand même, ouais, hein, mais ouais, je sais, mais ça c'est ce que je dis, ça se joue pas sur papier. Mais le Paraguay, avec tout le respect que j'ai pour ce pays-là, la France, ils ont l'adversaire le plus faible de ces huitièmes de finale. Ah oui, à ce point-là. À voir qui ça sera en c'est quart, qui hein. est plus faible. Non, À ce point-là, j'écoute ce que tu dis. Hein. Je suis attentif même à tes plus faible, il y aura déclarations. celui qui se qualifie entre c'est l'Australie et l'Égypte. Ouais, ce soir. l'Égypte, ouais, c'est vrai. Ça sera plus faible, là. Il y aura quand même Ouais. effectivement Australie et Ouais, mais Égypte, c'est pas forcément une mauvaise équipe. Ouais, le Paraguay, ils ont battu l'Argentine en qualification. non, et surtout t'as des joueurs de dingue. Je veux dire, t'as Enciso. Almiron, t'as Enciso, il y a un petit milieu de terrain là que j'aime bien aussi. Galarza. Galarza qui joue à Genk, hein. Non, c'est un autre. Non, c'est il, un autre. il a le même nom Ouais. et prénom, Ah, c'est pas lui. mais c'est pas Non, le c'est même. pas un autre, il joue à Atalanta. Celui en qui a MLS. marqué le penalty Ouais, de la celui victoire, qui a là, été le lion numéro du match. 16. Très fort, Ouais, très très fort. Franchement, ils ont quand même des joueurs de qualité et surtout ce qui est très intéressant face à l'équipe de France, c'est que ce Paraguay-là, il va t'envoyer des tampons, Ah mon oui. ami. Ah Oh ouais, là ouais, là là là. Ils vont encore prendre une rouge. Mais oui, mais je crois que ils vont se prendre des pains et des pains et des pains. Les Français doivent s'attendre à un football très rugueux, très nerveux. C'est sûr. Et la grande force, et là, c'est là où, en fait, mon argument de la chaleur et du climat va entrer en jeu, c'est que si tu joues un football comme ça, et qu'en plus de ça, Mbappé, il aura la courroie de transmission qui brûle quand il voudra, à un moment donné, commencer à enchaîner les vitesses et les accélérations, Après, je pense pas que tu vas avoir un match facile pour moi, hein. après, tu fais monter Doué, Cherki et tes compagnies, c'est incroyable. fait, hein. Y a rien à dire, hein. Cherki, Ouais, Cherki, c'est vous avez vu compliqué, l'équipe, hein, vous mais- avez vu, ça Ouais, va ouais. pas bien dans sa Ça- vie personnelle, c'est pas nécessairement un bon moment pour Mais un bon, t'as quand même du Désiré Doué sur le banc, Ouais, quoi. t'as- Tu le fais c'est monter, une- c'est affolant. Mais je suis d'accord avec toi, comme quoi l'impact physique va être important. Et après, on peut déjà même potentiellement se projeter sur l'écart. Logiquement, ce serait le Maroc. Un France-Maroc, là, ça va commencer à devenir intéressant. J'ai une petite question, la France a-t-elle déjà été menée ou pas durant ce mondial? Non. Eh ben, si la France encaisse un but en début de match, je pense que ce serait intéressant de voir leur réaction. Parce que je serais pas, Il y a eu le poteau Euh, du Sénégal en première mi-temps, mais ils ont pas encaissé. Non. non, mais le pire scénario possible pour l'équipe de France, même s'ils sont extraordinairement forts et qui sont évidemment les favoris de ce mondial, et c'est vraiment impressionnant à voir, super spectaculaire et tout, ce serait d'encaisser un but dans les 15 premières minutes, parce qu'avec le temps, le fait que ce soit la Ouais. chaleur, machin, le côté très impact des Paraguayens, va te sortir de ce piège. Ah, tu t'as vois. raison. T'as raison. Et Enciso a fait une bonne Coupe du Monde, hein. Mhm. Décisif dans 3 des 4 matchs. Et la seule fois où il a pas été décisif, c'est contre le plus faible, l'Australie. Donc décisif contre l'Allemagne, décisif contre la Turquie et décisif contre, je sais plus, le premier match, c'était Mhm. une nation quand même intéressante. Non, mais j'écoutais aussi des éditorialistes qui critiquaient notamment cette équipe du Paraguay. Je suis désolé, les gars, mais à un moment donné, une équipe joue avec ses qualités. Ah oui, non, Je veux clairement. dire, ça, elles c'est vont pas sûr. commencer à s'improviser en disant on va ouvrir le jeu, ça va être génial, on va être plus fort que la France. Eh oh, je veux dire, c'est logique qu'ils jouent avec leurs qualités. Il faut à un moment donné respecter aussi l'adversaire et pas commencer à dire ouais, mais en fait ils auraient pu quand même à développer un autre football, machin, parce que la critique qui résonnait là dernièrement chez 2-3 éditorialistes, c'est que le Paraguay c'était une équipe entre guillemets qui devait pas être là. Bah si, en fait, je suis désolé, le mondial c'est ça, elle doit être là. Bien Elle sûr. a été plus forte que son adversaire la Mannschaft. Et même en qualification, ils ont battu l'Argentine. J'ai regardé la composition. Il y avait Messi, Martinez, il y avait toutes les stars de l'Argentine. Hein, ils ont gagné 2-1. Et ils ont perdu que d'un but contre la Colombie ou le Brésil. Et l'autre match, ils font match nul. Donc on parle quand même du Brésil, Colombie et d'Argentine, les 3 meilleures équipes d'Amérique du Sud. Donc nous, en tant qu'Européens, je pense qu'on sous-estime trop cette équipe du Peut-être, Paraguay. ça c'est pas faux. Ouais, non, c'est intéressant en tout cas de voir que vous n'êtes pas comme la majorité des gens complètement rendu à la France, quoi. Pour vous, c'est possible encore, cette équipe de France est faillible. Oui. C'est possible. Ouais, Xavier. clairement. Ok. Bah, surtout face aux grosses nations, toi. Face aux plus petites nations. Enfin, je pense quand même qu'ils vont se qualifier face au Paraguay. Oui. Mais après, face au Maroc ou l'Espagne plus loin, enfin, je connais pas exactement tout le tableau, ça peut être quand même compliqué pour eux. Peut-être la Belgique, hein, en demi. Ouais, voilà, peut-être aussi. J'ai plus envie. Non, mais très honnêtement, je te parle sincèrement avec le cœur, j'ai plus envie de voir jouer la France. C'est mentalement, On les joue déjà en psychologiquement, septembre, hein, en Ligue des Nations. c'est toujours la même rengaine, on les rejoue tout le temps.
ça y est, on peut jouer à notre adversaire, à un moment donné. Si la France, gagne, c'est bien, sinon on gagne, mais je sais que ça va être chiant encore, quoi. C'est toujours les mêmes discours, toujours les mêmes rengaines, toujours la même bazar. Belgique-France, à un moment donné, on a soupé, comme on dit à Liège, hein. À un moment donné, on en a marre. Justement, c'est intéressant, ce que tu disais par rapport à l'Espagne, parce qu'on va faire la transition tout de suite avec une question très simple. Suite à la victoire 3-0 de la Roja, grosse victoire en 16e de finale face à l'Autriche, eh bien la question est la suivante. Êtes-vous impressionné par le niveau de la Roja? D'ailleurs, dites-le nous en commentaire, je serais super intéressé de lire vos retours. Est-ce que vous êtes intéressé ou pas, impressionné par le niveau de l'équipe nationale espagnole? Vous avez été impressionné, toi? Pas impressionné, mais ça se voit qu'ils montent en puissance et qu'ils rentrent dans leur tournoi petit à petit pour être prêts pour les matchs vraiment importants. Est-ce que cette Espagne qui a préféré une préparation un petit peu différente, hein, avec peut-être une arrivée un petit peu plus tardive dans le continent, en sachant qu'ils n'allaient pas tout de suite devoir être ultra performants, vu la configuration aussi de cette Coupe du Monde avec le phase de groupe. Est-ce que ça aussi, ça a une conséquence sur leur niveau actuel, Thomas? Bah, après, ils ont pas eu de gros adversaires non plus, hein. C'était quoi, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay qui était très mauvais durant ce mondial. Donc, eux aussi, ils ont pas encore eu vraiment de vrais tests. Donc, à voir. Mais, je trouve que ça joue quand même bien au ballon. C'est un football complètement différent de la France. T'es plus impressionné par la France que l'Espagne? Oui. Bah, après, je pense que ça va de soi. Il faut juste regarder la ligne offensive et t'as compris. Mais le football de possession espagnol, il pourrait aussi être, selon certaines sensibilités, hyper impressionner les gens, quoi. Ça dépend. Mais en fait, c'est ennuyant de regarder un peu l'Espagne, je trouve. Parce que, tu joues contre des équipes qui défendent à fond. Et du coup, y a pas d'adversaire, entre guillemets. Ils font que défendre. Donc, eux, ils doivent s'en sortir, trouver la faille, trouver la bonne combinaison pour pouvoir marquer. C'est un peu ennuyant. Quentin, t'as vraiment l'impression, quand tu regardes l'Espagne, d'assister à un taureau géant. Ah ouais, mais c'est tellement ça. C'est vraiment ça. C'est encore heureux qu'il y a Lamine Yamal qui est censé être ce joueur en 1 contre 1, mais sa Coupe du Monde n'est pas incroyable. Après, il a pas eu beaucoup de chance ici avec un sauvetage sur la ligne d'Alaba et un arrêt de Schlager, le gardien de l'Autriche. Mais et je le trouve, on sent qu'il est pas encore à 100%, qu'il a pas encore vraiment envie d'aller faire son 1 contre 1, même s'il a fait un bon petit point sur Leimer. Et Leimer, après 30 minutes de jeu, il en pouvait déjà plus. Tu vois, même sur la rentrée en touche, il avait pas envie de la faire. Tu vois, il voulait récupérer, quoi. Donc ouais, mais ce qui m'impressionne, moi, c'est leur solidité défensive. Ils concèdent très peu d'occasions. Après, ils ont pas joué, je suis d'accord avec toi, ils n'ont pas encore eu un énorme, mais ils vont l'avoir ici, hein, c'est le Portugal. C'est le Portugal. Donc là, ça va être très important de voir ce que la Roja va nous présenter. Je suis curieux parce que aussi bien le Portugal que l'Espagne peut passer dans cette rencontre. C'est ça. Pour moi, c'est un peu du 50-50. Hein. On est tous en train, effectivement, de se palucher sur les qualités offensives de l'Espagne, mais moi, le joueur qui m'impressionne le plus, et je rejoins Quentin, les gars, c'est Pau Cubarsí. Cubarsí, incroyable. Cubarsí, c'est incroyable. Quel joueur. Incroyable. Et il a justement cette expérience d'Aymeric Laporte à côté de lui. Et je préfère vraiment voir Pedro Porro que Marcos Llorente en tant que défenseur droit, parce qu'il a un apport offensif. Après, ça en fait 2. Ça fait Cucurella et lui, ça en fait 2, mais franchement, ils ont une bonne défense. Hein. Pour moi, c'est la meilleure défense du mondial. Hein. C'est pas parce qu'ils ont pas encaissé, mais vraiment dans tout, comme tu dis, Cubarsí, c'est fort. Hein. C'est jeune, c'est talentueux, c'est un impact offensif, ça a de la vitesse, ça a de la qualité de passe, ça a tout. Encore une fois, les équipes qui défendent le mieux, c'est celles qui défendent le mieux en avançant. Exact. Et c'est assez dingue de voir la façon dont, en fait, une équipe qui se projette toujours vers l'avant, qui a toujours l'idée de jouer vers l'avant et quelque part d'avoir un football offensif et donc de ne pas attendre et de subir son adversaire, défend toujours mieux. Parce que quoi qu'il arrive, t'es à la maîtrise des choses, t'es au contrôle du jeu. Et donc c'est forcément aussi des choses qui sont inspirantes par rapport au Diable Rouge. Regardez la deuxième partie, moi je fais juste un petit throwback sur Belgique-Sénégal, la deuxième partie de match de Arthur Théâtre. Mais il est incroyable, il est impérial. Première relance, premier lanceur pour son équipe, il joue devant, il inspire, il fait reculer les Sénégalais. Voilà aussi ce dont on aurait besoin contre les USA pour nos Diables, avoir cette capacité à un moment donné à se projeter. Cubarsí, la grande force de Cubarsí, c'est qu'il a pas peur avec le ballon. Hein. Il a pas peur. S'il a deux joueurs qui viennent lui faire la pression, je t'assure qu'il trouvera une solution. Pourquoi? Parce que formé à la Masia, parce qu'à un moment donné, ça joue pieds nus, parce que c'est facile. Mais oui, mais tu rigoles. Mais c'est la vérité. On n'a pas des joueurs comme ça. Peut-être qu'on doit aller vers ce type de joueurs-là aussi pour nous. Et donc, effectivement, cette Espagne, c'est très intéressant. Je parle de Pau Cubarsí, mais je peux vous demander un homme clé aussi. On viendra sur les autres rencontres, sur votre homme clé des différentes affiches de 8e. Mais sur ce match, Espagne-Portugal, qui serait votre homme clé?
De base, ça devrait être Lamine Yamal. Ça doit être ce game changer pour l'Espagne. Mais un peu vraiment dans le même style que Jérémy Doku, j'en attends plus. Ouais, ok. J'en attends vraiment plus de lui. J'attends qu'il soit plus décisif, qu'il apporte vraiment plus au niveau des actions offensives. Mais c'est le joueur pour lequel tu regardes l'Espagne actuellement. Donc ton homme clé, c'est Lamine Yamal. Ouais. Pour en dire un autre, j'irais, enfin après, Fabian Ruiz, j'aime beaucoup, mais il n'était pas titulaire aussi le dernier match. J'irais peut-être plus vers un Dani Olmo. Dani Olmo, qui est sorti d'ailleurs en Ouais. cours de match. Moi, Alex Baina. Baena, Ouais. c'est un bon joueur. Hein. Ouais. Il n'est pas souvent cité. Non. Qu'est-ce qui t'intéresse chez lui? Bah, je pense qu'il n'était pas forcément prévu pour être titulaire cette Coupe du Monde-là. Et il presse, il fait le boulot, il est décisif. Il permet à l'Espagne de gagner. Donc, Moi, pour moi, il est dans une bonne forme. je vais vous étonner, mais moi, il y en a un que j'adore et dont vous n'avez pas parlé. C'est Marc Cucurella. Je trouve que Marc Cucurella, en fait, encore une fois, on revient sur les défenseurs. C'est un Ce personnage. qui m'intéresse le plus, non, mais ce qui m'intéresse le plus en Espagne en ce moment, c'est que Pau Cubarsí, c'est Marc Cucurella, c'est que des défenseurs, parce que c'est une équipe qui défend mieux qu'elle n'attaque, en tout cas selon moi, dans le côté cohérence, structure, stabilité, etc. C'est vraiment pas mal. Cucurella, on sent que son transfert au Real Madrid lui fait beaucoup de bien, énormément de bien. Tu vois, dans le jeu, c'est un joueur Ouais, qui mais apporte énormément. Je suis pas d'accord par rapport au transfert, parce qu'à l'Euro, déjà, il était monstrueux, alors qu'en club, il était bof. Et Ah. ici, c'est pareil, il est aussi bon en truc. On verra bien la saison prochaine en club s'il est bon. Mais, Il a déjà fait les déclarations. Hein. mais ouais, ça oui, mais je veux dire, est-ce qu'il sera aussi bon en club? Je sais pas, toi, mais je veux dire, à l'Euro, c'était pareil. Il était monstrueux à l'Euro, alors qu'en club, il était moyen. Et pourquoi il est plus fort en club, plus fort en sélection? Je pense que pardon, en la club. sélection tourne tellement bien que, ouais, je pense que la sélection tourne tellement bien, on s'entend tous bien et que, ouais, l'Espagne, ça roucoule, l'Espagne. Ça roucoule, c'est pas mal ça. Roucoupe, c'était un Voilà. Pokémon à l'époque. Entre l'Espagne et le Portugal, qui est le favori, Thomas? Bah, comme je disais, c'est 50-50, mais bon, vu que c'est quand même l'Espagne qu'on a pointé du doigt pour la victoire finale, bah, l'Espagne. Allez, l'Espagne. Espagne. Espagne, Espagne. favori, c'est très bien, c'est l'Espagne. Et est-ce que justement, vous croyez pas du tout à la possibilité de l'élimination du Portugal Si, bien par sûr. l'Espagne? C'est pas possible. C'est possible parce que le Portugal a des excellents joueurs. Ouais, je Hein. Il y a pense quand que même du c'est, Cristiano Ronaldo, du Bruno Fernandes. 40-60%. Un bon Léo contre la Croatie et tout. Donc, ouais, si, le Portugal peut le faire. Et comme on a dit ici précédemment, ça va être le premier vrai test pour Roberto Martinez. Pour l'Espagne. Ça va être le premier vrai test. Ah oui, ok. Alors que le Portugal, ils ont joué contre la Colombie. Ils ne sont pas bien joués. Et ils ont joué contre la Croatie, ils ont eu chaud, mais à chaque fois ils sont encore là. Donc ils ont déjà eu vraiment deux tests, on va dire, deux grosses nations affrontées, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne. Ok, d'accord. Donc pour l'Espagne, il pourrait avoir un espèce de coup de secousse. Justement, les Portugais, quelles sont justement les failles qu'il doit pouvoir exploiter? Quelles sont, ou alors, les qualités portugaises pour faire mal à cette équipe de la Roja, Xavier? Honnêtement, c'est compliqué parce que pour moi, le Portugal, après, ils ont déjà eu 2 gros tests, mais pour moi, je les trouve pas forcément bien dans leur Coupe du Monde. Donc, la seule faille que je vois pour moi en l'Espagne, c'est de temps en temps, ils galèrent offensivement. Enfin, ils en ont mis 3 la nuit dernière, mais on l'a vu contre le Cap-Vert, face au bloc bas, c'est compliqué, mais c'est pas non plus la nature du Portugal de défendre comme ça. Donc, enfin, moi, je sais que sur papier, c'est 50-50. Mais quand je vois les matchs du Portugal, je vois pas un monde où ils seraient capables de battre l'Espagne, en fait. Ok. Ça veut dire que toi, tu n'estimes pas qu'à un moment donné, cette équipe du Portugal va avoir un plan, comme ça avait pu être le cas, par exemple, à l'époque de Roberto Martinez pour Belgique-Brésil, pour déjouer spécifiquement ce type de football de Ce possession. serait bien pour eux, mais vu tout ce qu'ils ont montré depuis le début, en fait, je vois pas. Tu comment vois ils pas seraient Roberto capables. Martinez mettre en difficulté Luis de la Fuente, quoi, non? Non, dans les déjà, plans tactiques, tactiquement, quand il était avec la Belgique, je le trouvais pas fou. Martinez, il avait une super équipe avec lui, mais on voit toujours le même dispositif, n'importe contre qui. Enfin, on n'arrive jamais à s'adapter. Alors ici, Et le fait que Cristiano Ronaldo ait marqué pour la première fois en phase éliminatoire de la Coupe du Monde, est-ce que ça peut justement avoir un déclenchement, un déclic? Est-ce que le fait que justement Roberto Martinez a pour la première fois fait sortir du terrain en Coupe du Monde Ronaldo, et ça a été salué par la plupart de l'opinion publique portugaise, est-ce que ça va avoir des conséquences sur cette rencontre? Est-ce que ça peut leur permettre peut-être de se libérer encore un peu plus dans le jeu? Bah non, parce qu'il va quand même être titulaire face à l'Espagne, donc je pense pas que ça va libérer quelque chose. Mais moi j'adore ce milieu de terrain du côté du Portugal, et je pense que ça pourrait être une clé de leur côté. Il suffira d'un moment, d'une occasion pour marquer, et après fermer la baraque, comme on dit. Et honnêtement, j'aimerais bien affronter le Portugal le prochain tour pour pouvoir éliminer Roberto Martinez. Ah, ça serait magnifique. Comment ça serait jouissif d'éliminer Roberto Martinez. Je pense même les Portugais seraient avec nous en disant allez, faites-le pour nous, on le déteste tellement. C'est fou, il est détesté en Lusitanie, c'est dingue, tu vois.
C'est assez fou. Après bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a aussi évidemment ses propres accointances et je pense qu'il joue bien plus pour sa carrière qu'il ne joue pour sa sélection. Chez nous, ça passe parce qu'on n'a aucune culture du foot. Au Portugal, C'est moi rigolo. ouais, gars. T'as des quotidiens tous les jours qui sortent avec Ojogo, Abola, Record, etc. Et donc, ils sont évidemment à fond derrière la sélection portugaise. La star à présent, c'est tout simplement vos joueurs clés pour les différentes affiches qu'on connaît au moment de faire cette émission. On démarre avec le Canada contre le Maroc. Qui sera l'homme de ce match? Saïbari. Saïbari. Bah oui, il y a pas débat, ce sera lui. Ismaël Saïbari pour Thomas aussi. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi? Ouais, j'ai bien aimé son apport offensif contre les Pays-Bas. Il a failli marquer plusieurs fois. Il s'est retrouvé bon nombre de fois dans le rectangle adverse. Achraf Hakimi, ouais, toujours présent même dans les grands matchs. Franchement, Achraf. Ah ben, je vais faire comme toi, moi. Achraf Hakimi. Non, tu sais quoi? Non. Bilal El Khanous, les gars. Bilal El Khanous. La compétition de Bilal El Khanous, elle est absolument incroyable. C'est un joueur qui a une forme de dingue. Collectivement, il est vraiment en train de s'insérer dans la philosophie de Mohamed Wabi. Et je pense qu'il est en train de monter en puissance. Et quand je vois le niveau du Canada contre l'Afrique du Sud, Ça bon, devrait le faire. voilà, ça devrait le faire effectivement. Qui sera l'homme clé et décisif dans le match entre le Brésil et la Norvège? Erling Haaland. Erling Haaland. Ødegaard. Ødegaard. Pour un Là, petit j'ai besoin centre. d'une explication. Un petit centre pour Haaland, hop, bim bam boum. Mais tu peux pas être un homme clé si tu fais un centre. Hein. Explique-moi un Bah, peu son si, implication dans le match. c'est- Comment il c'est- pourrait c'est- être l'homme clé? Bah, c'est un joueur créatif que j'aime beaucoup et on met toujours en lumière Haaland, mais c'est un joueur hyper important pour la Norvège aussi, donc c'est à lui de montrer qu'il est là. Ce sera le 10. Pourtant, sa Coupe du Monde n'est pas dingue. Ouais, ça. mais justement, c'est le moment de poser ses sur table et voilà. Non, mais je vous écoute. Je suis en train de me dire, en fait, vous penchez plutôt pour la Norvège dans ce match? Moi, j'ai un Bah, Brésilien. moi, je vois peut-être la Norvège créer une petite surprise, ouais. Ça pourrait être sympa. Ouais, puis ils ont aucune pression en fait. Ouais. Dans leur tête, ils sont pensaient même bien pas dans passer les leur, phases de poule. Ils sont déjà passés les phases de poule, ils étaient déjà tout contents. Ici, ils ont encore passé les 16e. Tout va bien dans le Zéro groupe, on a pression, l'impression. il y a full une bonne pression sur le Brésil. Ils sont quand même pas. Ils arrivent à avoir quelques éclairs de génie, le Brésil, mais ils sont pas hyper rassurants non plus. Désolé, contre le Japon, c'était limite, hein. C'est Oh, très ils ont limite. dominé hein. le match, hein. Ouais, mais c'était limite quand même, c'était limite. Bah, le Japon a très mal géré Ouais, les bah ouais, comme circonstances d'habitude, de ouais. match. Exactement. Comme Parce d'hab. que tactiquement, c'était catastrophique comme d'hab. Ouais. Les Japonais, j'ai l'impression qu'ils sont trop gentils, quoi. Ils sont là C'est ça qui est vraiment chiant avec eux. sayonara, ils essayent de faire le mieux qu'ils peuvent, mais ils ont pas de vice, etc. C'est peut-être aussi le défaut des grandes qualités des Japonais, de la culture japonaise, c'est qu'à un moment donné, ils donnent tout, mais le monde du foot, parfois, c'est un petit peu plus. Voilà, pour gagner, malheureusement, il faut parfois être un peu vicieux, et les Japonais ne le sont pas du tout. C'est pour ça qu'ils sont perdus contre le Brésil. Attention, il y a la foudre qui arrive. L'homme clé de Quentin est brésilien. Bien sûr, Bruno Guimarães, le milieu de terrain. J'aime vraiment bien sa Coupe du Monde. 4 pas décisives actuellement, donc il a une de Michael Olise. Paqueta sera absent, blessé, c'est officiel. Donc j'ai vraiment bien aimé, même sa passe sur le goal de Martinelli. J'aime bien son apport et tout. Il y a de grosses rumeurs sur un transfert Arsenal potentiellement, j'ai vu. Donc ouais, franchement j'aime bien l'impact qu'il a dans le milieu de terrain, un bon impact offensif aussi. Donc je dirais Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, effectivement, joueur impactant qui pourrait rejoindre Arsenal. En tout cas, il fait partie de cette shortlist dans laquelle figure notamment Ayoub Boadi. Voilà, je vous le dis. On en avait déjà parlé sur Twitter, mais effectivement, je pense qu'Ayoub Boadi, c'est la grosse priorité d'Arsenal. Il y avait Sandro Tonali, mais il va à Tottenham Tottenham. avec Roberto De Zerbi. Quel montant. Ouais, 100 Tottenham, millions d'euros. pour le moment, sur le mercato, on n'est que le 3 juillet. Hein. C'est clair. Et je me demande ce que ça aurait été si Sandro Tonali avait participé à la Coupe du Monde avec l'Italie. Ah. Alors là, on aurait été chercher les 120, les 150. Incroyable. Le dernier match dont je voulais vous parler aujourd'hui avec la star, donc cette dernière séquence, c'est évidemment le Mexique contre l'Angleterre. Quel Mexique, les gars. Waouh. Ouais. Je vous le dis direct. hein. Ouais. Pour moi, le Ouais. Mexique, ça bouffe l'Angleterre. Voilà, je vous le dis, je lance. Ça y est, comme ça. Allez, on va manger des fish and chips et c'est terminé. Les nachos vont bouffer des fish and chips. Qui sera l'homme clé dans ce match? Un Colombien. Un Colombien. Eh ouais, tu l'as ou pas? Quiñones. Exactement. Et Quiñones. incroyable, ce Ah, il est bon, C'est incroyable. C'est quel joueur qui était jusqu'en U18 ou U21 avec la Colombie et puis il a changé de nationalité pour aller avec le Mexique. Mais incroyable. Un des meilleurs buteurs de la Saudi Pro League d'ailleurs. Ouais, exactement. Plus de 30 buts. Ouais, incroyable. 33 buts. Voilà, inscrits. exact. Incroyable, Quiñones. C'est dingue d'être aussi âgé, mais en même temps aussi performant pour son équipe comme quoi.
Kevin De Bruyne devrait s'en inspirer, Thomas. Ouais, mais Kevin De Bruyne a été blessé. Kevin Ness n'a pas été blessé. Et il n'a pas joué non plus en Serie A avec Antonio Conte. Ouais. Il a joué en Saudi Pro League pour se préparer bien tranquillement. L'homme clé dans ce match. C'est cliché, c'est bateau, mais Harry Kane, hein, parce que encore le dernier match, il a été hyper impactant. C'est lui encore une fois qui sauve l'Angleterre. Lui tout seul. Donc ouais, pour moi c'est lui le joueur qui va faire la différence encore une fois. Harry Kane, l'homme décisif dans ce match. Et tu vois l'Angleterre passer? C'est dur à dire. Non, au Mexique, non. Ah, mais ouais, c'est la circonstance. Au Mexique, avec les fous furieux dans ce stade, ça va gueuler partout, de Tijuana jusqu'à Mexico. C'est terminé, gros. Ils vont te faire une folie dans la tête. Moi, si je vais dans ce stade, je pense que je ressors, j'ai plus d'oreilles, hein. C'est fini. Ça va être une dinguerie. À écouter bien, aussi, une grosse ambiance, etc. Il y a une stat en compétition officielle, dans ce stade, il me semble que le Mexique a perdu que 2 fois en 96 matchs. Ouais. Non. C'est impressionnant. C'est très très solide, avec un Raúl Jiménez qui, en plus de ça, commence à retrouver la forme devant. Il y a Santiago Jiménez aussi qui est présent. Il y a des joueurs de qualité. César Huerta est toujours sur le banc, je te rassure. Il restera sur le banc très certainement. Et toi, Xavier, quel est ton homme clé? Moi, je rejoins Thomas, parce que je pense Harry Kane, il est tellement fort. Et quand tu vois encore ici le deuxième goal qu'il va chercher pour l'Angleterre, il peut te faire la différence à n'importe quel moment. Et ça, c'est quand même précieux dans une équipe. Ouais, ce qui a été assez dingue contre le Congo, c'est qu'il décide de donner la victoire à son équipe quand il a décidé de le faire. Je veux dire, le deuxième but, il le fait tout seul, quoi. Du début à la fin, il prend le ballon, il se retourne, il avance, il frappe un angle impossible. M'Mpassi, il est comme ça alors qu'il faisait un match de dingue. Mais tu vois le joueur, tu te dis, mais en fait, au final, c'est lui la star de l'équipe, quoi. Pourquoi ils se mettent pas tous à son service? Alors que c'est lui qui se met au service de l'équipe à chaque fois. Ça. Moi, je pense que les rôles sont parfois un peu inversés et Tuchel, là-dessus, il a peut-être perdu un petit peu, mais très, très collectif aussi, hein, dans l'esprit. C'est un altruiste, hein, Harry Kane. Donc ça aussi, ça a une conséquence claire. Et l'Angleterre rassure pas, hein. Défensivement, ça a concédé beaucoup. Wissa qui touche les poteaux, attention, hein. Franchement, attention. Mais aussi, le Mexique, ça va être un premier vrai test parce qu'ils ont eu un parcours assez simple avec l'Afrique du Sud, la Corée du Sud. Ils ont eu un parcours très simple actuellement. Donc Mexique-Angleterre, je vois le Mexique passer. Dur, hein. Mais il connaît le foot, donc il va dire le Mexique. Et je rigole, Thomas, tu sais que je t'aime. Tu vas dire l'Angleterre. Il va dire l'Angleterre, bien sûr, dit l'Angleterre, c'est très bien. L'Angleterre aussi oui. pour Xavier, et vous, dites-le nous d'ailleurs, entre le Canada et le Maroc, vous pensez quoi? Entre le Mexique et l'Angleterre, vous pensez quoi? Entre le Brésil et la Norvège, vous pensez quoi? Et puis entre la Belgique et les USA, vous pensez quoi? Tout ça, ça se passe dans les commentaires. Merci à vous d'avoir été présents dans cette émission. On se retrouve le mercredi 8 juillet, ce sera juste après les 8e, et comme on le dit d'habitude, merci Quentin, merci Thomas, merci Xavier. Allez les diables! Yes!